2,5 mg. Le poids d'un flocon de neige, le poids d'un cil tombé sur votre joue. Et pourtant, aucune guerre, aucun fauve, aucune catastrophe n'a fauché autant de vies humaines que cette créature-là. Elle ne rugit pas, elle ne montre pas les crocs. Elle pèse moins qu'une goutte de pluie et elle a peut-être tué plus d'êtres humains que tout le reste du règne animal réuni. Comment est-ce possible? Vous êtes sur Planète Animal et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre du moustique du paludisme, autrement dit Anophèle. Le plus petit et de très loin le plus meurtrier des tueurs de notre planète. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous montrerai comment cet insecte a réécrit l'ADN de l'humanité, comment une maladie a laissé, dans notre sang, une cicatrice que des milliards de personnes portent encore aujourd'hui. Faisons un jeu un instant. Fermez les yeux et dressez dans votre tête la liste des animaux les plus dangereux du monde. Je parie que je devine ce qui remonte. Le requin, cette ombre grise sous la surface. Le lion, le serpent lové dans l'herbe sèche, le crocodile immobile au bord de l'eau. Peut-être l'hippopotame, peut-être le loup. Des mâchoires, des crocs, des muscles, des monstres à la mesure de nos peurs. Or, aucun d'entre eux n'arrive même en tête de liste. Aucun. Regardons les chiffres, ceux que les épidémiologistes recensent chaque année. Le requin, cette terreur des plages, ce prédateur qui hante nos cauchemars et nos salles de cinéma, tue en moyenne entre 5 et 10 personnes par an dans le monde entier. 5 à 10, sur une planète de 8 milliards d'habitants. Le lion, à peu près une centaine. Le loup, une poignée, moins de 10. Le crocodile, autour du millier. L'hippopotame, réputé pour être l'un des animaux les plus agressifs d'Afrique, quelques centaines. Et le moustique? Selon les estimations rassemblées par les organismes de santé publique, entre 725 000 et 1 million de personnes chaque année. Chaque année. Laissez ce chiffre s'installer une seconde. Cela signifie que ce moucheron, que vous écrasez d'un revers de main distrait un soir d'été, tue davantage d'êtres humains que les serpents, les crocodiles, les lions et les requins réunis. Bien davantage. Et il ne se contente pas de dépasser les fauves. Il nous dépasse, nous. L'espèce humaine, avec toutes ces guerres, tous ces conflits, tous ces meurtres, cause environ 475 000 morts par an. Le moustique fait pire que l'homme. C'est, je l'avoue, l'un des faits les plus vertigineux de toute la zoologie. Le tueur numéro 1 de l'être humain n'est ni un autre homme, ni un grand prédateur. C'est un insecte plus léger qu'un pétale. Pensez-y un instant. Vous avez sans doute croisé, dans votre vie, des dizaines de milliers de ces insectes. Ils se sont posés sur votre bras, sur votre cheville, sur votre nuque, à la tombée du soir. Vous n'y avez vu qu'un désagrément, une démangeaison, un bourdonnement agaçant près de l'oreille. Et pourtant vous regardiez, sans le savoir, l'animal le plus dangereux qui ait jamais existé. Mais ici, il faut ralentir. Car cette histoire cache un piège, une nuance que presque tout le monde ignore, et sans laquelle on ne comprend rien à l'anophèle. Le moustique, à proprement parler, ne vous tue pas. Il n'a aucun venin capable de vous abattre. Sa piqûre, en elle-même, ne provoque qu'une petite cloque qui gratte et disparaît en quelques jours. Vous pourriez vous faire piquer 1000 fois par un anophèle parfaitement sain et il ne vous arriverait rien de plus grave qu'une nuit d'agacement. Alors d'où vient l'hécatombe? Comment un insecte inoffensif en apparence devient-il le plus grand fossoyeur de l'histoire humaine? La réponse tient en un mot. Le moustique ne tue pas, il transporte. Ce que cet insecte porte en lui, tapi dans ses glandes, c'est un passager microscopique. Un parasite unicellulaire, invisible à l'œil nu, qui s'appelle le plasmodium. Et c'est lui, ce parasite, le véritable assassin. Lui qui envahit le foie, dévore les globules rouges, provoque les fièvres, remplit les cimetières. Le moustique, dans cette affaire, n'est que le messager, le porteur. Retenez cette image, car elle est la clé de tout ce qui va suivre. Le moustique est l'arme, le plasmodium est la balle. Une arme qui vole, qui vous cherche dans le noir et qui appuie elle-même sur la détente. Cette distinction n'est pas un détail de spécialiste. Elle explique une chose fondamentale.
Il existe des centaines d'espèces de moustiques sur Terre, et l'immense majorité ne vous transmettra jamais rien de mortel. Le paludisme, lui, ne voyage que dans un seul genre bien précis. Sur les quelques 3500 espèces de moustiques recensées sur la planète, seule une fraction porte le nom qui nous intéresse aujourd'hui. Et à l'intérieur même de ce genre, sur les quelques 400 espèces d'anophèles connues, une trentaine seulement sait transmettre efficacement le paludisme humain. Une trentaine d'espèces. C'est peu. C'est assez pour bâtir le plus long massacre de notre histoire. Alors une question demeure, et elle va nous accompagner longtemps. Si le tueur véritable est le parasite, pourquoi parler du moustique? Pourquoi lui consacrer une heure entière? Parce que sans lui, le parasite n'est rien. Le plasmodium, seul, ne sait pas franchir l'air qui sépare deux corps humains. Il ne rampe pas, il ne vole pas, il ne saute pas d'une personne à l'autre. Il a besoin d'un véhicule vivant, d'ailes, d'une trompe qui perce la peau et ouvre la porte de notre sang. Détruisez le moustique et vous coupez au parasite ses jambes et ses ailes. Voilà pourquoi, depuis plus d'un siècle, la guerre contre le paludisme est d'abord une guerre contre un insecte. Et je dois vous avouer une chose, la première fois que j'ai vraiment mesuré ses proportions, j'ai dû relire les données 2 fois. Nous avons tellement l'habitude de mépriser le moustique, de le ranger au rang des petites nuisances de l'été, au même titre que la chaleur moite ou le sable dans les chaussures. Nous le chassons d'un geste, nous rions presque de lui. Il n'inspire ni la crainte du serpent, ni le respect du fauve. Il n'a rien de noble, rien de spectaculaire. Et c'est précisément là que réside son génie sinistre. Il tue, à l'abri de notre mépris. Personne ne se méfie de ce qu'on trouve ridicule. Remarquez bien le renversement. Nous avons appris à redouter les prédateurs qui nous ressemblent, ceux qui ont des yeux, une gueule, une intention visible. Un fauve nous regarde, nous jauge, nous poursuit. Le moustique, lui, ne vous en veut pas. Il ne vous hait pas. Une femelle affamée cherche simplement, dans votre corps chaud, de quoi nourrir ses œufs. Toute cette catastrophe planétaire, tous ces milliards de fièvres à travers les siècles, reposent sur un besoin d'une simplicité presque dérisoire. Une goutte de sang pour devenir mère. Nous y reviendrons, et vous verrez que ce détail change absolument tout. Il reste pourtant une énigme suspendue, celle qui a hanté l'humanité pendant des millénaires. Comment une bête aussi minuscule, aussi lente, aussi fragile, a-t-elle pu échapper si longtemps à notre regard? Comment avons-nous pu mourir par centaines de millions sans jamais désigner le coupable? Pour le comprendre, il faut d'abord s'approcher tout près. Il faut regarder de quoi cet insecte est fait, comment il perce la peau, comment il vous trouve dans l'obscurité totale. Alors approchons-nous, penchons-nous sur la trompe. Il est 2 heures du matin. Dans la chambre, la respiration d'un dormeur monte et descend, régulière. L'air est tiède, chargé d'humidité, et quelque part au-dessus du lit, un point sombre flotte sans bruit. La femelle s'oriente. Elle descend. Elle se pose sur l'avant-bras nu, si légère que la peau ne sent rien, pas même le frôlement de 6 pattes fines comme des cheveux. Puis elle abaisse la tête et le travail commence. Ce qui se déroule dans les secondes qui suivent est l'une des opérations les plus précises de tout le monde vivant. Et le plus troublant, c'est que vous ne sentirez rien. Arrêtons-nous d'abord sur un fait qui surprend presque tout le monde. Le moustique qui vous pique n'est jamais un mâle. Jamais. Seules les femelles boivent le sang. Les mâles, eux, sont d'une parfaite innocuité. Ils se nourrissent de nectar, de jus sucré des plantes, et ils ne possèdent même pas l'outillage nécessaire pour percer la peau. Leur trompe est trop faible, incapable de forer. Un mâle anophèle pourrait se promener toute sa vie sur votre main sans jamais vous entamer. Il n'en a ni le moyen ni le besoin. Alors pourquoi la femelle, elle, prend-elle ce risque énorme? Car chaque piqûre est un pari mortel. Elle se pose sur un géant des milliers de fois plus grand qu'elle, un géant capable de l'écraser d'un seul mouvement. Elle s'expose à la main, à la claque, à la mort. Pourquoi affronter ce danger alors que le nectar des fleurs suffirait à la nourrir? La réponse est la clé de toute son existence, et je vous avais promis d'y revenir. La femelle ne boit pas votre sang pour se nourrir. Elle mange, elle aussi,
du nectar pour vivre au quotidien. Le sang, c'est autre chose. C'est une ressource rare et précieuse dont elle a besoin non pour survivre, mais pour créer la vie. Le sang humain regorge de protéines et de fer, exactement les matériaux dont ses œufs ont besoin pour se former et mûrir. Sans ce repas de sang, la plupart du temps, elle ne pourra pas pondre une ponte complète. Vous comprenez alors la vérité dérangeante que cache chaque piqûre. Cette femelle qui vous perce la peau n'est pas en train de vous attaquer. Elle est en train de devenir mère. Chaque piqûre est littéralement un acte de reproduction. Cela mérite qu'on s'y arrête, car cela renverse tout notre imaginaire. Nous voyons un vampire. La réalité montre une future mère, poussée par la plus ancienne des nécessités. Mais revenons à l'instrument, car c'est là que la nature se surpasse. Quand vous entendez le mot « trompe », vous imaginez sans doute une simple aiguille, un dard unique et rigide qui pique comme la pointe d'une seringue. C'est une image totalement fausse. La trompe du moustique n'est pas une aiguille. C'est une trousse chirurgicale complète, repliée dans un étui. À l'intérieur de ce que nous prenons pour un simple tube se cachent 6 stylets distincts, 6 lames microscopiques d'une finesse inouïe, chacune avec sa fonction propre. L'enveloppe extérieure, la lèvre, n'entre même pas dans votre peau. Au moment de la piqûre, elle se replie vers l'arrière, comme un fourreau qu'on écarte pour dégainer la lame. Ce sont les 6 stylets à l'intérieur qui font tout le travail. 2 d'entre eux portent, sur leur bord, de minuscules dentelures. Ce sont des scies vivantes, si petites qu'il en faudrait des dizaines pour égaler l'épaisseur d'un cheveu, et qui découpent et écartent la peau au lieu de la transpercer brutalement. D'autres stylets maintiennent l'ouverture, comme 2 écarteurs de chirurgien. Et au cœur du dispositif courent 2 canaux séparés, 2 tuyaux distincts. Par l'un, la femelle injecte sa salive. Par l'autre, elle aspire votre sang. Songez une seconde à ce que cela représente. Sur un outil d'à peine plus long qu'un grain de riz, la nature a logé une scie, des écarteurs, une pompe d'aspiration et une seringue à injection, le tout fonctionnant en même temps. C'est, à mon sens, un authentique chef-d'œuvre d'ingénierie miniature. Je me souviens de la première fois où j'ai vu les images de cet appareil filmé au microscope, ces lames qui fouillent la chair sous la peau à la recherche d'un vaisseau. Je n'en revenais pas qu'un tel niveau de raffinement tienne dans un corps aussi dérisoire. Et c'est ici qu'apparaît le mystère que je vous ai annoncé. Si l'on vous enfonçait dans le bras une aiguille munie d'une scie, vous hurleriez. Une prise de sang, avec sa fine aiguille lisse, se sent parfaitement. Alors pourquoi, quand ce sont 6 lames dentelées qui fouillent votre chair, ne ressentez-vous rien du tout? Pourquoi la victime dort-elle paisiblement pendant qu'on la découpe? La réponse tient dans ce fameux premier canal, celui de la salive. Car la salive du moustique n'est pas un liquide anodin. C'est une potion chimique complexe, un cocktail de plusieurs dizaines de substances différentes, chacune avec une mission. Certaines molécules sont des anesthésiants. Elles endorment localement la zone, elles étouffent le signal de douleur avant même qu'il ne parte vers le cerveau. D'autres sont des anticoagulants. Voilà un problème que l'insecte doit résoudre. Notre sang, dès qu'un vaisseau est ouvert, cherche aussitôt à se figer pour colmater la brèche. Si rien ne l'en empêchait, le sang coagulerait dans les canaux de la trompe et boucherait la pompe en quelques instants. La salive contient donc des substances qui empêchent le sang de coaguler, qui le maintiennent liquide et fluide le temps du repas. La femelle, en somme, s'anesthésie sa victime et fluidifie son repas d'un même geste. Vous ne sentez rien, non par hasard, mais parce que des millions d'années d'évolution ont perfectionné cette discrétion. Et le plus ironique dans cette affaire, c'est que la démangeaison que vous connaissez si bien ne vient même pas de la piqûre. Elle vient d'après. Ce petit bouton rouge qui gratte, ce n'est pas la blessure. C'est votre propre corps qui réagit aux protéines étrangères de la salive laissée sous la peau. C'est votre système immunitaire qui sonne l'alarme, trop tard, alors que la coupable est déjà repartie. Vous ne grattez pas le moustique. Vous grattez le souvenir chimique qu'il a laissé derrière lui. Reste une dernière question, et non la moindre. Comment cette femelle vous a-t-elle trouvé? Dans une chambre plongée dans le noir absolu, sans la moindre lumière, comment a-t-elle su, parmi tout l'espace vide, exactement où se trouvait votre bras? Elle ne vous voit pas, ou si mal. Elle vous sent.
L'anophèle est équipé d'un véritable tableau de bord sensoriel, une batterie de détecteurs qui transforme votre corps en une cible lumineuse dans l'obscurité. Le premier signal, le grand phare qui la guide, c'est le gaz carbonique. Chaque fois que vous expirez, vous relâchez un petit nuage de dioxyde de carbone. Et ce nuage, la femelle le perçoit à des dizaines de mètres de distance. Il lui dit qu'un être vivant respire, quelque part, dans cette direction. Elle remonte cette piste invisible comme on remonte une odeur de cuisine dans un couloir. En s'approchant, d'autres capteurs entrent en jeu. La chaleur de votre corps, d'abord, cette tiédeur que vous rayonnez dans l'air frais de la nuit, puis les odeurs de votre peau, l'acide lactique, l'ammoniac, les composés de la sueur, et jusqu'aux bactéries qui vivent naturellement à la surface de votre épiderme. C'est d'ailleurs pour cela que les moustiques s'acharnent si souvent sur les pieds et les chevilles, plus riches en ces micro-organismes odorants. Certaines personnes attirent nettement plus les moustiques que d'autres, et les recherches évoquent le rôle de la chimie particulière de la peau, d'un métabolisme plus élevé, ou encore de l'état de grossesse. Nous ne sommes pas tous égaux devant la piqûre, et cela, vous l'aviez sans doute déjà remarqué lors d'une soirée d'été, quand tout le monde repart intact, sauf vous. Voilà donc de quoi cet insecte est fait. Une trousse chirurgicale, une pharmacie anesthésiante, un nez capable de vous flairer dans le noir. Un outil parfait, poli par le temps. Mais un outil, aussi extraordinaire soit-il, ne sort pas de nulle part. Pour comprendre d'où vient cette machine à percer, il faut remonter le temps très très loin en arrière, bien avant nous, bien avant les premiers mammifères. Il faut remonter jusqu'à une goutte de résine tombée d'un arbre, un jour, au temps des dinosaures. Il y a près de 100 millions d'années, dans une forêt chaude et moite dont il ne reste aujourd'hui plus rien, une goutte de résine se détache lentement de l'écorce d'un arbre. Elle glisse, épaisse et dorée, le long du tronc. Et sur son chemin, elle enveloppe un minuscule insecte ailé qui n'a pas eu le temps de fuir. La résine durcit. Les siècles passent, puis les millions d'années. La forêt disparaît, les continents se déplacent, les dinosaures s'éteignent. Et la goutte, elle, devient de l'ambre, un petit tombeau de miel translucide qui traverse le temps. Quand un chercheur la fend enfin, sous sa loupe, il découvre un moustique intact, figé en plein vol, ses pattes encore repliées. Cet insecte a vu les dinosaures. Il volait déjà quand le tyrannosaure marchait sur la Terre. Voilà une idée qui donne le vertige. Le moustique n'est pas une invention récente, une nuisance née avec nos villes et nos eaux stagnantes. C'est une créature d'une antiquité prodigieuse. Les moustiques fossilisés dans l'ambre datent d'environ 90 à 100 millions d'années, en plein Crétacé, à l'âge des grands reptiles. Songez-y un instant. Bien avant le premier être humain, bien avant le premier primate, bien avant même les premières fleurs abondantes, de petits moustiques bourdonnaient déjà dans l'air lourd des forêts primitives. Ils ont piqué des créatures dont nous ne connaissons que les os. Ils ont survécu à la catastrophe qui a rayé les dinosaures de la surface du globe. Ils ont traversé les âges glaciaires, les extinctions, les bouleversements qui ont emporté d'innombrables espèces. Et ils sont toujours là, ce soir, à votre fenêtre. Mais cette survie extraordinaire pose une question qui m'a longtemps intrigué. Comment une bête aussi fragile, qu'un simple courant d'air suffit à dérouter, qu'une pichenette réduit à néant, a-t-elle pu se montrer plus résistante que le plus colossal des dinosaures? Comment ce fil de vie ténu a-t-il tenu là où la puissance a échoué? La réponse se cache dans le mode de vie même de l'insecte, et nous y reviendrons. Mais commençons par une chose surprenante. À l'origine, le moustique ne buvait pas de sang du tout. Cela peut sembler absurde, tant nous associons cet insecte au sang. Et pourtant, tout indique que la piqûre est venue plus tard, comme une invention seconde. Rappelez-vous ce que nous avons vu. Le mâle, aujourd'hui encore, ne boit jamais de sang. Il se contente du nectar des fleurs et des jus sucrés des plantes. Le mâle nous montre, en quelque sorte, le régime d'origine, le menu ancestral de toute la lignée. Le repas de sang n'est pas le fond de l'histoire. C'est une spécialisation qui n'est apparue que chez les femelles, et pour une raison bien précise que vous connaissez maintenant. Fabriquer des œufs coûte cher, très cher, en protéines et en fer. Le nectar donne de l'énergie, mais il ne fournit pas ces matériaux-là en quantité suffisante. Alors imaginez le raisonnement de l'évolution, non pas comme un projet,
mais comme un tri lent et aveugle. Parmi les ancêtres de ces insectes, certaines femelles, par hasard, se sont mises à prélever un peu de sang sur d'autres animaux. Ce sang leur a donné de quoi pondre davantage, de quoi laisser plus de descendants. Et ces descendantes ont hérité de la même habitude. Génération après génération, sur des dizaines de millions d'années, cette petite déviation est devenue une stratégie de fer. Le sang n'a jamais été un caprice. Il a toujours été une réponse au problème le plus fondamental du vivant. Faire des enfants, et en faire beaucoup. Voilà ce qui me frappe le plus dans cette histoire. Toute la machinerie que nous avons admirée, cette trompe en trousse chirurgicale, cette salive anesthésiante, ces capteurs qui flairent notre souffle, tout cela n'a été poli, affûté, perfectionné que dans un seul but. Pondre. Rien d'autre. Une pression continue, implacable, exercée sur des millions de générations, a transformé un modeste buveur de nectar en l'instrument de forage le plus meurtrier de la planète. Arrêtons-nous ici un instant, car le genre qui nous occupe, l'anophèle proprement dit, est lui aussi d'une grande ancienneté. Les estimations fondées sur l'horloge moléculaire, cette méthode qui compare les gènes pour dater les séparations entre lignées, situe son origine à plusieurs dizaines de millions d'années. Ce n'est pas un nouveau venu. C'est une branche ancienne, installée depuis très longtemps sur l'arbre du vivant. Et son passager, le parasite du paludisme, l'accompagne dans cette longue traversée du temps. Et c'est là que l'histoire devient réellement vertigineuse. Car le plasmodium, ce parasite dont nous avons parlé, n'a pas attendu l'être humain pour exister. Il fréquente les animaux à sang chaud, les oiseaux, les reptiles, les mammifères, depuis des temps immémoriaux. Il existait bien avant nous. Selon toute vraisemblance, il s'est glissé sur les ancêtres de l'homme longtemps avant l'apparition de notre espèce. Autrement dit, quand le premier humain véritable a ouvert les yeux sur le monde, le couple infernal était déjà en place, déjà rodé, déjà prêt. Le moustique et son parasite nous attendaient. Nous sommes arrivés, pour ainsi dire, en retard à notre propre malheur. Prenez la mesure de ce décalage. Notre espèce, Homo sapiens, existe depuis quelques centaines de milliers d'années, ce qui, à l'échelle de la vie, est le battement d'un cil. Le moustique, lui, bourdonne depuis plus de 100 millions d'années. Si l'on ramenait toute l'histoire des moustiques à une seule journée de 24 heures, l'humanité tout entière n'apparaîtrait que dans les toutes dernières secondes avant minuit. Nous nous croyons les maîtres de la planète. Face à cet insecte, nous sommes les derniers arrivés. Et pourtant, une objection demeure, celle que je vous ai laissée en suspens. La fragilité. Comment un être si vulnérable a-t-il pu durer si longtemps? La force du moustique, justement, ce n'est pas la force, c'est le nombre, et c'est la vitesse des générations. Là où un dinosaure mettait des années à devenir adulte et à se reproduire, le moustique, lui, boucle sa vie entière en une poignée de jours. En une seule saison chaude, il enchaîne les générations les unes après les autres. Chaque femelle pond des dizaines et des dizaines d'œufs. Faites le calcul, à peine, dans votre tête. Quelques individus survivants suffisent à repeupler un marais entier en quelques semaines. Vous pouvez en écraser 1000. Il en reste toujours assez pour recommencer. La grandeur d'un dinosaure était une cible. La petitesse du moustique est une armure. On n'extermine pas facilement ce qui se reproduit plus vite qu'on ne peut le tuer. Ajoutez à cela une capacité d'adaptation remarquable. Le genre Anophèle s'est répandu sur presque toute la surface du globe, sous des climats très divers, en colonisant les milieux les plus modestes. Une flaque, une ornière remplie de pluie, le fond d'un récipient oublié suffisent à sa descendance. Il ne lui faut ni forêt vierge, ni territoire immense, ni proie particulière. Il lui faut un peu d'eau dormante et un être vivant à piquer. C'est peu, c'est partout. Et c'est bien là le secret de sa longévité. Une créature qui ne demande presque rien au monde ne risque presque jamais de tout perdre. Voilà donc une lignée façonnée par le temps profond, un survivant qui a vu passer les dinosaures et nous a précédés de très loin. Mais savoir d'où il vient ne nous dit pas encore comment il vit. Cet insecte qui naît dans l'eau et meurt dans l'air mène en réalité une double existence, partagée entre deux mondes. Et pour comprendre le chasseur nocturne qui trouble vos nuits d'été,
Il faut d'abord se pencher sur ce qui flotte, en ce moment même, à la surface d'une flaque tiède. Ce n'est pas un aigle. Ce n'est pas un faucon fondant sur sa proie à 300 km à l'heure. Ce n'est pas même l'abeille, cette ouvrière infatigable qui file droit vers sa ruche. Le moustique est l'un des voiliers les plus lents du ciel. Il se déplace à peine à 1 ou 2 km à l'heure, moins vite qu'un promeneur du dimanche. Un enfant qui marche le dépasse. Vous pourriez le distancer sans courir. Et pourtant, cette créature ridiculement lente est l'un des chasseurs les plus efficaces que la Terre ait portés. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, il faut d'abord accepter une idée étrange. Le moustique que vous connaissez, celui qui vole, n'est que la dernière et la plus brève de ses formes. L'anophèle mène 2 vies, dans 2 univers qui ne se touchent jamais. La première se passe entièrement dans l'eau. La seconde, seulement, dans l'air. Tout commence à la surface d'une eau dormante. Une femelle, gorgée de sang et prête à pondre, y dépose ses œufs, un par un, jusqu'à 50, 100, parfois 200 à la fois. Et voici le premier détail qui distingue l'anophèle de tous ses cousins. Ses œufs ne s'assemblent pas en radeaux compacts, comme le font les moustiques ordinaires. Chacun flotte seul, isolé, soutenu par 2 petits flotteurs latéraux qui le maintiennent à la surface, comme un minuscule canot muni de ses bouées. Regardez de près une eau stagnante des régions chaudes, et vous verrez peut-être ces points sombres éparpillés sur le film de l'eau, chacun dans sa bulle de tension superficielle. De ces œufs sortent les larves, et c'est ici qu'apparaît la 2e signature de l'anophèle, celle qui trahit son identité à l'œil averti. Toutes les larves de moustiques doivent respirer l'air, car elles vivent dans l'eau, mais ne possèdent pas de branchies véritables. Chez les moustiques ordinaires, la larve pend sous la surface, tête en bas, suspendue à un long tube respiratoire, une sorte de tuba par lequel elle happe l'air. La larve d'anophèle, elle, n'a pas ce long siphon, alors elle fait autrement. Elle se couche à plat, parallèle à la surface de l'eau, allongée juste sous le film, et elle respire par de petits orifices situés directement sur son dos. Retenez cette image, car elle est infaillible. La larve ordinaire pend en oblique, la larve d'anophèle repose à l'horizontale. Un simple coup d'œil à la posture, et l'on sait à qui l'on a affaire. Cette petite larve n'est pas oisive, elle broute. Elle filtre l'eau autour d'elle, avale algues, micro-organismes, débris organiques, et elle grandit, mue après mue, changeant plusieurs fois de peau comme on change le vêtement devenu trop étroit. Puis vient la 3e forme, la plus curieuse peut-être, la nymphe. Un corps replié en forme de virgule, une virgule vivante qui flotte près de la surface. Et contrairement à ce qu'on attendrait d'une créature en pleine métamorphose, cette nymphe n'est pas inerte. Elle ne se nourrit plus, c'est vrai. À l'intérieur d'elle, un chantier titanesque est en cours. Le corps entier se démonte et se reconstruit. Mais au moindre danger, à la moindre ombre qui passe, elle plonge d'un coup vif vers le fond, avant de remonter lentement. Elle veille encore, même en pleine transformation. Et voilà le mystère que je vous laissais tout à l'heure, résolu par le bas. Comment un insecte si lent survit-il? Parce que sa force n'a jamais été dans l'individu. Elle est dans cette marée silencieuse qui monte, en quelques jours, du fond de la moindre flaque. Car les délais sont vertigineusement courts. Dans un climat chaud, tout ce parcours, de l'œuf à l'insecte volant, ne prend qu'environ 1 à 2 semaines. 2 semaines pour naître, grandir, se métamorphoser entièrement et prendre son envol. Puis, l'adulte enfin sorti se pose un instant sur l'eau, le temps que ses ailes se déploient et sèchent, et il s'élève dans l'air. Le mâle vivra environ 1 semaine. La femelle, elle, vivra plus longtemps, de 2 semaines à 1 mois, parfois davantage. Et cette différence de longévité, qui paraît anodine, est en réalité une affaire de vie ou de mort pour l'être humain. Nous y reviendrons, car là se cache toute la logique de la contagion. Passons à présent à la surface, à l'air libre, là où commence la chasse. Et j'avoue que c'est ici que le paradoxe m'a personnellement le plus intrigué. Comment un voilier aussi lent, aussi maladroit, incapable de la moindre poursuite, parvient-il à nous trouver et à nous piquer, nuit après nuit,
avec une régularité désespérante. La réponse tient en 3 mots. Il ne poursuit pas. Le moustique ne chasse pas comme un fauve qui court après sa proie. Il chasse comme un pêcheur patient qui tend ses filets et attend que le courant lui apporte le poisson. Sa lenteur n'a aucune importance parce qu'il ne compte pas sur la vitesse. Il compte sur vos propres signaux qui viennent à lui. Rappelez-vous ce grand phare dont nous avons parlé, ce nuage de gaz carbonique que vous exhalez à chaque souffle. La femelle n'a pas besoin de vous rattraper. Il lui suffit de dériver dans la bonne direction, de suivre lentement la piste odorante que vous laissez dans l'air et de se laisser guider jusqu'à la peau tiède. Un chasseur lent, oui, mais un chasseur qui ne rate jamais son embuscade. Et surtout, il choisit son heure. L'anophèle est une créature du crépuscule et de la nuit. C'est aux heures sombres, quand vous dormez, sans défense, immobile, respirant profondément et régulièrement dans le noir, qu'il entre en action. Ce détail, en apparence secondaire, est en vérité l'un des plus importants de toute cette histoire. Parce qu'il pique la nuit, une arme absurdement simple suffit à l'arrêter. Une toile tendue au-dessus du lit. La moustiquaire. Un morceau de tissu ajouré, moins coûteux qu'un repas, a sauvé plus de vies humaines que bien des médicaments sophistiqués, précisément parce que le tueur frappe pendant notre sommeil. Nous y reviendrons, mais gardez ce paradoxe en tête. Contre le plus meurtrier des animaux, l'une de nos meilleures défenses est un simple filet. Il reste un dernier détail, et il concerne ce bourdonnement que vous connaissez tous, ce fin sifflement aigu près de l'oreille qui gâche les nuits d'été. D'où vient-il? De la vitesse folle des ailes. Le moustique bat des ailes plusieurs centaines de fois par seconde, un battement si rapide que l'œil ne le voit pas, et que l'oreille, elle, le perçoit comme une note aiguë. Ce son que vous détestez n'est pas qu'une nuisance, c'est aussi un langage. Car les mâles retrouvent les femelles à l'oreille, en reconnaissant la hauteur exacte de leur bourdonnement. Ce chant minuscule que vous chassez d'un geste agacé est pour eux un appel amoureux. Quand deux moustiques se rencontrent dans l'air, ils accordent presque leur fréquence, comme deux instruments qui se cherchent. Voilà l'existence complète de cet insecte. Une enfance aquatique passée à flotter et à brouter, puis quelques semaines de vol lent, de chasse patiente et de chant dans le noir. Un cycle bref, répété sans fin, d'une efficacité redoutable. Mais nous n'avons encore parlé que du messager. Nous avons décrit l'arme, jamais la balle. Il est temps maintenant de regarder en face ce que ce moustique dépose vraiment dans notre sang, et de comprendre pourquoi cette goutte de salive a pu, à elle seule, redessiner l'histoire de notre espèce. En 1880, dans un hôpital militaire de la ville de Constantine, en Algérie, un médecin de l'armée française, penché sur son microscope, observe une goutte de sang. Il s'appelle Alphonse Lavran. Autour de lui, des soldats meurent de fièvre, qu'on attribue depuis toujours au mauvais air des marais. Et sous sa lentille, dans le sang d'un malade, il voit quelque chose que personne avant lui n'avait jamais associé à cette maladie. De minuscules corps mobiles, agités de mouvements vifs, qui se déplacent entre les globules rouges. Des êtres vivants. Des parasites, tapis dans le sang humain. Il ne le sait pas encore, mais il vient de regarder en face le véritable meurtrier. Pas le moustique, ce qu'il transporte. Ce parasite, on l'appellera le plasmodium. Et pour comprendre pourquoi cet insecte a bouleversé l'histoire de notre espèce, il faut d'abord suivre le voyage de ce passager microscopique à l'intérieur de votre corps. C'est l'un des périples les plus retors de toute la nature. Suivez-le avec moi, étape par étape, car chaque étape compte. Tout commence par la piqûre. Quand une femelle infectée vous pique, elle ne se contente pas de prélever votre sang. Par le canal de sa salive, elle injecte en vous une forme mobile du parasite. Ces envahisseurs microscopiques ne s'attardent pas sous la peau. En quelques minutes à peine, portés par votre circulation, ils filent droit vers un organe précis, le foie. Là, ils se glissent à l'intérieur de vos cellules hépatiques, et ils s'y cachent. C'est la phase silencieuse. Vous ne ressentez rien, aucune fièvre, aucun symptôme. À l'abri dans le foie, le parasite se multiplie en secret, se démultiplie par milliers, prépare son armée. C'est ce qu'on appelle l'incubation, ce calme trompeur avant l'assaut. Puis vient la déferlante.
Des milliers de nouveaux parasites quittent le foie et se ruent dans le sang. Et là, ils s'attaquent à une cible bien particulière, vos globules rouges, ces cellules qui transportent l'oxygène dans tout votre corps. Chaque parasite pénètre dans un globule, s'y installe, s'y nourrit, s'y multiplie encore. Puis le globule, saturé, éclate et libère une nouvelle vague de parasites qui se jettent aussitôt sur d'autres globules. Et le cycle recommence. Encore et encore. Voici le détail glaçant, celui qui explique la fièvre. Ces éclatements ne se produisent pas au hasard, ils sont synchronisés. Des millions de globules rouges se rompent en même temps, tous ensemble, dans un même instant, libérant d'un coup leur contenu dans le sang. Et c'est ce cataclysme synchronisé, cette explosion collective de vos propres cellules, qui déclenche les accès de fièvre du paludisme. La montée brutale de température, les frissons violents, la sueur. Chez certaines formes, cela se répète tous les 2 jours. Chez d'autres, tous les 3. Une horloge macabre, réglée par le parasite lui-même, dont les anciens avaient remarqué la régularité sans en comprendre la cause. Il parlait de fièvre tierce, de fièvre quarte, comptant les jours entre les crises sans savoir qu'il comptait en réalité les générations d'un parasite dans leur sang. Et pour finir, la boucle se referme. Une partie des parasites se transforme en forme sexuée, prête à voyager. Quand un nouveau moustique pique la personne malade, il aspire ses formes avec le sang. Le voilà infecté à son tour, prêt à porter le fléau à la victime suivante. Vous saisissez alors toute la mécanique. Le paludisme est une partie de ping-pong entre l'homme et l'insecte. L'homme contamine le moustique contamine l'homme, indéfiniment. Sans le moustique, le parasite est prisonnier. Il ne sait pas sauter tout seul d'un corps à l'autre. Le moustique est le pont. Détruisez le pont et la maladie s'arrête. Voilà pourquoi cette maladie tue. Dans ses formes les plus graves, la destruction massive des globules rouges provoque une anémie sévère. Les globules infectés deviennent collants et bouchent les plus fins vaisseaux. Quand cela se produit dans le cerveau, c'est le coma, les convulsions, la mort. Et ce sont les plus fragiles qui paient le prix fort. Les tout jeunes enfants et les femmes enceintes. Prenons un instant pour respirer, car nous venons de traverser le cœur sombre de cette histoire. Et j'aimerais m'adresser directement à vous. Peut-être avez-vous déjà croisé cet insecte sans le savoir, lors d'un voyage sous les tropiques, ou même reconnu sa posture si particulière, ce corps dressé en oblique, la pointe relevée vers le ciel. Dites-le moi en commentaire. Avez-vous déjà vu un anophèle? Avez-vous déjà vécu ou vu un proche vivre un accès de cette fièvre? Vos témoignages, je les lis, et ils nourrissent ces récits bien plus que vous l'imaginez. Et maintenant, tenez, le moment est venu. Vous vous souvenez, au tout début de ce film, je vous avais promis de vous montrer comment cet insecte avait réécrit l'ADN de l'humanité. Comment une maladie avait laissé, dans notre sang, une cicatrice que des milliards de personnes portent encore aujourd'hui. Nous y voici. Et c'est, à mon sens, l'un des chapitres les plus stupéfiants de toute la biologie. Posons d'abord l'énigme. Il existe une maladie du sang, grave, héréditaire, que l'on appelle la drépanocytose, ou anémie à cellules falciformes. Elle déforme les globules rouges, qui prennent la forme d'un croissant au lieu d'un disque, et provoque de terribles souffrances. C'est une maladie qui tue. Or, voici le paradoxe. Cette maladie est particulièrement répandue précisément dans les régions où sévissait le paludisme, en Afrique notamment. Réfléchissez une seconde. Comment une maladie mortelle, transmise par les gènes, a-t-elle pu se répandre autant au lieu de disparaître? La sélection naturelle n'aurait-elle pas dû, au fil des générations, éliminer un gène aussi nuisible? Pourquoi ce gène dangereux a-t-il survécu, prospéré, là justement où l'on pouvait le moins se permettre d'être fragile? La réponse est d'une élégance terrible. Ce gène de la drépanocytose, nous en possédons chacun 2 exemplaires, un hérité de chaque parent. Si un enfant reçoit le gène défectueux de ses 2 parents à la fois, alors il développe la maladie dans toute sa gravité et souffre énormément. Mais s'il ne reçoit ce gène que d'un seul parent et un gène normal de l'autre, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il ne tombe pas malade de drépanocytose. Et il se trouve, en plus, partiellement protégé contre les formes graves du paludisme.
Ces globules rouges, légèrement modifiés, sont un terrain moins accueillant pour le parasite. Voyez alors le calcul impitoyable de la nature. Dans une région ravagée par le paludisme, porter un seul de ces gènes devient un avantage vital. On résiste mieux à la fièvre qui tue les enfants. Le paludisme, en somme, a favorisé la survie des porteurs d'un seul exemplaire, et il a ainsi maintenu ce gène dans les populations, génération après génération, malgré le malheur qu'il inflige à ceux qui en héritent deux fois. C'est l'exemple le plus célèbre, le plus enseigné de la sélection naturelle en action sur notre propre espèce. Le moustique et son parasite ont littéralement sculpté notre patrimoine génétique. Et la drépanocytose n'est pas seule. D'autres marques du même combat sont inscrites dans notre sang. Les thalassémies, ces autres maladies héréditaires du sang, offrent elles aussi une protection partielle et se rencontrent justement dans les vieilles terres à paludisme, autour de la Méditerranée, au Proche-Orient, en Asie. Certaines particularités enzymatiques répandues dans les mêmes régions racontent la même histoire. Et il existe, chez de nombreuses populations d'Afrique, l'absence d'un certain marqueur à la surface des globules rouges, qui les rend résistantes à l'une des formes du parasite, celle-là même qui, du coup, a presque déserté l'Afrique de l'Ouest. Laissez cette idée vous saisir un instant. Le paludisme n'a pas seulement tué, il a modelé. Pendant des milliers d'années, la pression constante de cette maladie a agi comme un tamis sur l'humanité, laissant passer certains, retenant d'autres, et redessinant peu à peu le sang de peuples entiers. Notre génome, aujourd'hui encore, porte les cicatrices de cette guerre ancienne. Quand je mesure que des milliards de personnes portent, dans chacune de leurs cellules, la trace laissée par un insecte de 2,5 mg, je dois avouer que le vertige me saisit. Un tueur, donc, mais aussi un sculpteur. Voilà l'Anophèle sous son vrai jour. Il ne s'est pas contenté de traverser notre histoire, il l'a écrite, dans notre chair même. Reste à savoir où ce fléau régnait, et où il règne encore. Car cet insecte vit sur presque toute la Terre, et pourtant la maladie, elle, ne frappe pas partout. Pourquoi? Descendons vers l'équateur, là où l'histoire prend un tour bien plus sombre. Le jour se lève sur un village d'Afrique subsaharienne. L'air est déjà chaud, épais d'humidité. Devant le seuil d'une maison de terre, dans une ornière creusée par la dernière pluie, l'eau stagne, immobile, tiède comme un bain oublié. À sa surface flottent des points sombres, invisibles pour qui ne sait pas les voir. Une mère sort, un enfant sur la hanche. Elle ne regarde pas la flaque. Elle ne sait pas que, cette nuit, dans cette eau tranquille à 3 pas de sa porte, une nouvelle génération de l'insecte le plus meurtrier du monde a pris son envol. Et que l'un d'eux, peut-être, porte déjà la fièvre. C'est ici, sous ce climat, que se joue l'immense majorité du drame. Ici, et presque nulle part ailleurs avec cette intensité. Voilà qui pose une énigme, et je vous invite à y réfléchir avec moi. Car l'Anophèle, lui, ne vit pas seulement en Afrique. Ce genre d'insecte est réparti sur presque toute la surface du globe, à l'exception de l'Antarctique et des régions les plus froides. Il y a des anophèles en Europe, il y en a en Amérique du Nord, en Asie tempérée, un peu partout. Vous en avez peut-être, en ce moment même, non loin de chez vous. Et pourtant, dans ces régions-là, on ne meurt pas du paludisme. Alors comment expliquer cela? Comment le même insecte peut-il être un tueur implacable sous une latitude et une simple gêne estivale sous une autre? Qu'est-ce qui change entre la flaque africaine et la mare européenne? La réponse ne tient pas au moustique. Elle tient à son passager et à une exigence très précise de ce passager, la chaleur. Le parasite du paludisme ne peut mûrir à l'intérieur du moustique qu'au-dessus d'une certaine température, aux alentours de 16 à 18 degrés au minimum. En dessous, il ne se développe pas assez vite. Or, le moustique ne vit que quelques semaines. Si le parasite met trop de temps à devenir infectieux, l'insecte meurt avant d'avoir pu transmettre quoi que ce soit, et la chaîne se brise. Comprenez bien ce que cela signifie. Dans un pays froid, l'anophèle peut vous piquer, il peut même être porteur. Mais le parasite n'a pas le temps d'arriver à maturité dans son corps. Le moustique est là. Le paludisme, non. Il faut 3 ingrédients réunis pour que la maladie s'installe. L'insecte, le parasite, et une chaleur suffisante et durable.
retirez la chaleur, et tout l'édifice s'effondre. Voilà pourquoi le foyer du fléau se concentre là où la chaleur ne faiblit jamais. L'Afrique au sud du Sahara en est l'épicentre absolu, celui qui concentre l'écrasante majorité des cas et des morts de la planète. Et ce n'est pas un hasard. 3 malédictions s'y rejoignent. D'abord, un climat chaud et humide toute l'année, idéal pour le parasite. Ensuite, la présence du plus redoutable des parasites, la forme la plus mortelle, responsable des paludismes les plus graves. Et enfin, un moustique d'exception, l'un des plus efficaces vecteurs qui soit, une espèce qui a une préférence marquée pour le sang humain plutôt que pour celui des animaux et qui aime vivre au plus près des habitations. Un insecte qui, en somme, a choisi l'homme pour cible privilégiée et sa maison pour territoire. Le tueur parfait, dans le décor parfait. Au-delà de l'Afrique, la maladie dessine une ceinture autour de l'équateur, une bande tiède qui fait le tour du globe. On la retrouve en Asie du Sud, en Inde et chez ses voisins. En Asie du Sud-Est, dans les îles et les forêts humides. En Amérique latine, dans l'immense bassin de l'Amazone. Sur certaines terres du Proche-Orient et d'Océanie, partout où l'eau dormante et la chaleur constante se donnent la main, l'anophèle et son parasite tissent leur toile. Et l'altitude, dans tout cela, joue un rôle que vous ne soupçonnez peut-être pas. En montagne, l'air fraîchit, et le parasite retrouve le même obstacle que dans les pays froids. Il ne parvient plus à mûrir dans le moustique. Les hauteurs sont donc, souvent, des refuges contre la fièvre. Ce détail a laissé une trace curieuse dans l'histoire. À l'époque coloniale, les Européens installés sous les tropiques, terrifiés par les fièvres, prirent l'habitude de bâtir leurs résidences et leurs lieux de repos sur les hauteurs, en altitude, croyant fuir le mauvais air. Ils fuyaient, sans le savoir, non pas l'air, mais la portée du moustique et la maturation du parasite. Leur intuition était juste, leur explication fausse. Ils grimpaient pour respirer un air qu'ils croyaient plus pur. Ils grimpaient, en réalité, au-dessus du royaume de l'insecte. Mais voici le point que je tiens absolument à vous faire comprendre, car c'est celui qu'on oublie presque toujours. Le paludisme n'a jamais été une maladie exclusivement tropicale, réservée à des contrées lointaines. C'est une erreur de perspective, une illusion d'aujourd'hui. Remontez d'un siècle à peine, et la carte était tout autre. Dans la première moitié du XXe siècle, la maladie sévissait encore largement en Europe. Elle frappait le sud du continent, l'Italie, la Grèce. Elle frappait le sud des États-Unis. Elle ravageait de vastes régions de ce qui était alors l'Union soviétique, le long de la Volga, dans le Caucase, en Asie centrale, dans les terres du Sud. Dans les années 20 et 30, on y comptait des millions de cas chaque année. Des millions. Là où aujourd'hui, un habitant ne songerait jamais à craindre une telle fièvre. Songez-y. Vos arrière-grands-parents, selon l'endroit où ils vivaient, ont peut-être connu ou redouté cette maladie que nous croyons si exotique. Comment ces régions s'en sont-elles libérées? Non par miracle, mais par un travail acharné mené sur des décennies. On a asséché des marais, privant les larves de leur berceau. On a répandu des insecticides. On a distribué des traitements. Et peu à peu, vers le milieu du XXe siècle, la maladie a reculé, puis disparu de ces territoires. L'Union soviétique s'est déclarée débarrassée de son paludisme local aux alentours des années 60. L'Europe, l'Amérique du Nord, une large part de l'Asie tempérée ont fait de même. Le fléau a été chassé, refoulé vers l'équateur, cantonné aux régions chaudes. Ce qui me frappe personnellement dans cette histoire, c'est qu'elle démontre une chose d'une importance capitale. Le paludisme n'est pas une fatalité géographique inscrite dans le sol de certains pays. C'est une maladie que l'on peut vaincre, puisqu'on l'a déjà vaincue, sur des continents entiers. La différence entre une région libérée et une région ravagée ne tient pas à la nature, mais aux moyens, à l'argent, à l'organisation, à la persévérance. Là où les États ont pu assécher, traiter, protéger, la fièvre a disparu. Là où les moyens manquaient, elle est restée. Et c'est bien cela, le cœur de l'injustice. Aujourd'hui, la maladie reste concentrée sur les régions les plus pauvres de la planète, celles qui ont le moins de ressources pour se défendre. La chaleur explique où le parasite peut vivre. Mais elle n'explique pas, à elle seule, pourquoi il tue encore autant. Pour comprendre cela, il faut ajouter un autre facteur, terriblement humain celui-là,
la pauvreté. Nous y reviendrons. Il aura fallu attendre le seuil du XXe siècle pour que l'humanité comprenne enfin qui l'a tuée. Pendant des milliers d'années, elle a vécu, souffert et péri au bord de ces eaux dormantes sans jamais désigner le vrai coupable. Elle savait où l'on tombait malade. Elle ignorait pourquoi. Revenons un instant à cette longue nuit d'ignorance et à l'étrange nom qu'on avait donné au mal. Il y a près de 2500 ans, sur les rivages de la Grèce antique, un médecin observe ses malades avec une attention nouvelle. Il s'appelle Hippocrate. Autour de lui, les fièvres frappent, régulières comme une marée, et il remarque une chose que d'autres avaient laissé passer. Ces fièvres reviennent selon un rythme, certaines tous les 3 jours, d'autres tous les 4. Il les décrit, les classe, les distingue. Il note aussi qu'elles sévissent surtout près des eaux stagnantes, des marais, des terres basses et humides. Il touche du doigt, sans le savoir, 2 vérités immenses. Mais entre son observation et la solution, il faudra attendre plus de 2 millénaires. 2000 ans d'aveuglement. 2000 ans de mort sans cause connue. Voilà ce qui me sidère dans cette histoire, et je veux que vous mesuriez bien le paradoxe. Les hommes savaient, Depuis toujours, ou presque, ils savaient qu'on tombait malade au bord des marais. Ils avaient relié le lieu à la fièvre. Ce savoir, transmis de génération en génération, était juste, exact, vérifiable. Et pourtant, pendant des siècles et des siècles, ils n'ont jamais attrapé le coupable. Comment est-ce possible? Comment peut-on désigner correctement l'endroit du crime et se tromper pendant 2000 ans sur l'identité de l'assassin? La réponse tient dans une confusion d'une logique presque parfaite. Ils accusaient l'air. Le mot lui-même le raconte. Notre mot paludisme vient du latin pour marais, mais son autre nom, la malaria, vient de l'italien du Moyen-Âge, mala aria, le mauvais air, l'air vicié. Voilà l'explication qui a régné pendant des siècles. On pensait que la maladie montait des marécages sous forme d'exhalaisons, de vapeurs empoisonnées, de miasmes putrides que l'on respirait à son insu. L'idée paraissait couler de source. on tombait malade près des marais. Les marais dégageaient des odeurs fétides, donc la puanteur du marais était le poison. Le raisonnement se tenait, il était logique, il était partagé par les plus grands esprits. Et il était faux. Prenez la mesure de l'ironie. Ces hommes avaient raison sur la géographie et tort sur la cause. Le marais était bien coupable, mais pas par son air. Il l'était parce que son eau dormante était la pouponnière du moustique. Ils regardaient dans la bonne direction, ils pointaient le bon endroit, et ils accusaient la mauvaise chose. Toute la vérité était là, sous leurs yeux, dans le bourdonnement qu'ils chassaient d'un revers de main sans jamais le soupçonner. Le vrai coupable volait autour d'eux, se posait sur leur peau, les piquait la nuit. Et ils regardaient l'air. Comment ne pas y avoir pensé, direz-vous? Mais mettez-vous à leur place un instant. Le moustique est minuscule. Sa piqûre est indolore, vous le savez maintenant, conçue pour ne pas se faire sentir. Entre le moment de la piqûre et l'apparition de la fièvre, il s'écoule des jours, parfois des semaines, le temps que le parasite mûrisse en secret dans le foie. Comment relier une cause si discrète à un effet si lointain? Comment soupçonner un insecte qu'on remarque à peine, alors que la fièvre n'éclate que bien après qu'il est reparti? Le lien était invisible, éparpillé dans le temps et l'espace. Sans microscope, sans méthode, il était tout simplement impossible à voir. Leur erreur n'était pas de la sottise, c'était l'ignorance d'un monde qui n'avait pas encore les outils pour regarder assez petit. Or, ce mal invisible, aussi discret fût-il, ne se contentait pas de tuer des individus. Il pesait, dans l'ombre, sur le destin des peuples entiers. Et c'est là, peut-être, le chapitre le plus troublant de cette longue nuit d'ignorance. Car le paludisme, selon de nombreux historiens, a agi comme une force souterraine de l'histoire, un acteur discret mais colossal, tapi derrière les grands événements. On avance l'hypothèse qu'il aurait contribué au déclin de la Rome antique, minant peu à peu la santé des populations des campagnes romaines, ces terres marécageuses aux portes de la ville éternelle. Songez à cela. Un empire qui a dominé le monde connu, qui a bâti des routes, des lois, des aqueducs,
Un empire que ni les armées ni les rois n'avaient pu abattre facilement aurait été rongé de l'intérieur, en partie, par un insecte de quelques milligrammes. Les armées elles-mêmes n'étaient pas épargnées. Des campagnes militaires ont été brisées non par l'ennemi, mais par la fièvre qui décimait les troupes stationnées près des zones humides. Des sièges ont été levés, des invasions stoppées, non par le fer, mais par le moustique. Réfléchissez-y un instant. On raconte l'histoire à travers les batailles, les conquérants, les traités. On dresse des statues aux généraux. Mais dans les coulisses, un insecte silencieux rebattait parfois les cartes, décidait du sort des empires, changeait le cours des guerres, sans qu'aucun chroniqueur ne songe à inscrire son nom. Combien de fois le véritable vainqueur d'une bataille ne fut-il ni le roi, ni le stratège, mais la fièvre montée des marais? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais l'idée, à elle seule, donne le vertige. Et cette présence ancienne du fléau se lit jusque dans les plus vieux textes de l'humanité. Des symptômes qui ressemblent au paludisme, ces fièvres rythmées, ces frissons, ces rats gonflées, sont décrits dans des écrits antiques venus de Chine, de Mésopotamie, d'Égypte, d'Inde. Partout où les hommes se sont installés près de l'eau chaude et dormante, ils ont rencontré ce mal, l'ont nommé dans leur langue, l'ont redouté, l'ont attribué tantôt aux dieux, tantôt aux esprits, tantôt aux vapeurs. Aucune civilisation ancienne n'a échappé à sa visite. Aucune n'en a percé le secret. Pendant tout ce temps, remarquez-le, l'insecte poursuivait son travail, imperturbable, indifférent aux théories des hommes. Il ne savait rien de Rome ni d'Hippocrate, rien des miasmes ni des dieux qu'on accusait à sa place. Il continuait, simplement, à faire ce qu'il avait toujours fait. Une femelle cherchait un corps chaud dans la nuit, piquait, buvait sa goutte de sang pour ses œufs, et repartait, laissant parfois derrière elle une graine de fièvre. Génération après génération, siècle après siècle, empire après empire, ce geste minuscule se répétait, identique, tandis que les hommes bâtissaient et s'effondraient au-dessus des mêmes marais, sans jamais lever le voile. 2500 ans après Hippocrate, le voile tenait toujours. On savait décrire la fièvre dans le détail, on savait la prévoir, presque à l'heure près. On avait même un remède venu de loin, écorce amère apportée d'un autre continent, dont nous reparlerons. Mais la cause, la vraie, la cause première, demeurait un mystère total. Il aurait suffi de regarder une goutte de sang d'assez près, il aurait suffi de suivre un moustique du regard. Personne ne l'avait fait. Il faudra pour cela un instrument nouveau, quelques hommes obstinés et le basculement de tout un siècle. La lumière était sur le point de se faire. Et elle allait venir, précisément, du bout d'une lentille de verre. Le 20 août 1897, dans la ville de Secunderabad, en Inde, un médecin de l'armée britannique est penché sur son microscope depuis des heures. La chaleur est écrasante. Il dissèque, avec une patience infinie, l'estomac d'un moustique, une bestiole aux ailes tachetées qu'il a nourrie 4 jours plus tôt sur le sang d'un malade. Il s'appelle Ronald Ross. Ses yeux sont épuisés, son moral entamé par 2 années d'échecs. Et soudain, dans la paroi de l'estomac de l'insecte, il aperçoit des sphères sombres, pigmentées. Le parasite, le même que celui du sang humain. Il est là, dans le moustique. Ross comprend, en cet instant, ce que l'humanité avait cherché pendant 2000 ans. Il note plus tard, dans un poème, qu'il tient enfin la graine rusée de la mort aux millions de victimes. Comment, en quelques années à peine, l'humanité a-t-elle percé un secret qui lui avait résisté depuis Hippocrate? Qu'est-ce qui a soudain rendu visible l'invisible? Ce basculement, l'un des plus rapides et des plus décisifs de l'histoire de la médecine, mérite qu'on s'y arrête. Car il ne s'est pas fait d'un seul coup, ni par un seul homme. Rappelez-vous où nous en étions. Un premier verrou avait déjà sauté. Un médecin militaire français avait, quelques années plus tôt, aperçu le parasite dans le sang des malades. On savait donc, désormais, que le coupable n'était pas l'air, mais un être vivant, un organisme microscopique tapi dans le sang humain. C'était une révolution. Mais une énigme demeurait, béante. Comment ce parasite passait-il d'un corps à l'autre? Comment franchissait-il l'espace qui sépare 2 êtres humains? Il ne rampait pas d'une personne à l'autre. Il fallait un passeur. Restait à l'identifier.
L'intuition existait déjà, soufflée à Ross par un mentor, un médecin plus expérimenté qui le poussait sur la piste des moustiques. Mais une intuition n'est pas une preuve. Il fallait le démontrer, le voir de ses yeux, suivre le parasite pas à pas dans le corps de l'insecte. Et c'est là que la patience de Ross entre en scène. Des mois durant, il capture des moustiques, les fait piquer des malades, les dissèque un à un, cherchant en vain la trace du parasite. Échec après échec. Jusqu'à ce jour d'août où, en examinant enfin la bonne espèce de moustique, cette variété aux ailes mouchetées, il trouve ce qu'il cherchait. Mais découvrir le parasite dans l'estomac du moustique ne suffisait pas encore. Il fallait boucler la boucle, prouver le cycle entier, montrer que l'insecte, après avoir absorbé le parasite, pouvait ensuite le transmettre à un nouvel hôte. L'année suivante, Ross s'y attelle en travaillant sur le paludisme des oiseaux, plus commode à étudier. Et il y parvient. Il démontre que des moustiques infectés, en piquant des oiseaux sains, leur transmettent la maladie. Il retrouve même le parasite logé dans les glandes salivaires de l'insecte, exactement là où il fallait qu'il soit pour être injecté lors de la piqûre. Le cercle était complet. L'homme infecte le moustique infecte l'homme. La partie de ping-pong dont nous avons parlé, il venait de la démontrer, maillon après maillon. Prenez la mesure de ce que je viens de vous décrire. Un homme, seul devant sa lentille, sous une chaleur accablante, découpe des insectes plus petits que l'ongle du pouce, pendant des mois, sans garantie de rien. Et de cette obstination minuscule naît l'une des plus grandes victoires de la santé humaine. C'est, à mon sens, l'une des plus belles leçons que la science puisse nous offrir. Les plus grandes révélations ne sortent pas toujours d'éclairs de génie, mais d'une patience têtue, répétée, obstinée, penchée sur l'infiniment petit. Ross n'était pourtant pas seul dans cette course. Au même moment, de l'autre côté du monde, en Italie, d'autres chercheurs traquaient la même vérité. Et c'est à un savant italien que l'on doit la dernière pièce du puzzle, décisive pour nous. Ross avait prouvé le rôle du moustique sur les oiseaux. Restait à établir avec précision quel moustique, exactement, transmettait le paludisme humain. Car il y a des centaines d'espèces de moustiques, souvenez-vous, et l'immense majorité est parfaitement inoffensive. Le savant italien et ses collègues démontrèrent que le paludisme de l'homme ne voyageait pas dans n'importe quel moustique, mais dans un genre bien précis, l'anophèle, et lui seul. Ni le moustique commun de nos étés, ni les autres. L'anophèle. Notre héros sinistre était enfin nommé, désigné, isolé parmi ses semblables. Réfléchissez à ce que représente cette précision. Elle change tout sur le plan pratique. Si tous les moustiques transmettaient la maladie, la lutte serait presque désespérée, tant ils sont innombrables. Mais dès lors qu'on sait que seul un genre particulier est en cause, avec ses habitudes propres, ses lieux de ponte préférés, ses heures d'activité, alors on peut le cibler, le traquer, le combattre. Savoir qui est l'ennemi, c'est déjà commencer à le vaincre. En nommant l'anophèle, la science n'a pas seulement satisfait une curiosité, elle a donné à l'humanité une cible. Ces découvertes, en l'espace de quelques années à la charnière de 2 siècles, valurent à leurs auteurs les plus hautes récompenses scientifiques. Le médecin qui avait, le premier, vu le parasite dans le sang, reçut le prix Nobel. Ross, qui avait démontré le rôle du moustique, reçut lui aussi le prix Nobel, l'un des tout premiers décernés en médecine. En quelques années, plusieurs de ses plus hautes distinctions récompensèrent le même combat, celui qui avait enfin arraché son masque au plus vieux tueur de l'humanité. Et il faut mesurer le renversement que cela représente pour la victime elle-même. Pendant des millénaires, on avait redouté un ennemi sans visage, une malédiction, des vapeurs, une colère divine. On mourait sans savoir de quoi. Désormais, l'ennemi avait un nom, une forme, une biologie. On pouvait le regarder au microscope, on pouvait le dessiner. On pouvait, surtout, imaginer comment l'arrêter. La peur informe des marais s'était muée en un problème scientifique, et un problème scientifique, cela se résout. Vous mesurez la bascule? On était passé en une génération de la superstition à la stratégie. Souvenez-vous de ce que je vous disais plus tôt sur la vérité anonyme et le mensonge nommé. Pendant 2000 ans, l'humanité avait vécu avec une vérité sans nom, ce vague savoir que les marais rendaient malades, sans jamais pouvoir le nommer correctement.
En quelques années, cette vérité floue reçut enfin des noms précis, celui du parasite, celui de l'insecte, ceux des hommes qui les avaient débusqués. Et à partir de là, tout devenait possible. Non plus subir, mais riposter. Car c'est bien une riposte qui s'ouvrait. Connaître son ennemi, c'était pouvoir enfin lui déclarer la guerre. Une guerre véritable, avec ses armes, ses stratégies, ses victoires et ses revers. Une guerre qui dure encore aujourd'hui, à 7 minutes même, sur une large partie de la planète. Et cette guerre, avec les moyens redoutables dont nous disposons désormais, mérite qu'on la regarde de près. Car malgré tout notre savoir, l'insecte, lui, n'a pas dit son dernier mot. 8000 to 8500 znaków, posaglasowane mu planu. Naciunaj srazu z sadierżanie, bez zagalowków, bez napominani, bez nous allons maintenant parler de. Type открытие. По плану и отличное от типа открытия предыдущей волны. Сверься. Петля напряжения. Открытие – то незакрытый вопрос, вводится то разрешение, то переход живым оборотом, не анонсом. Цикл ритма – 2-3 раза. Минимальное – 1 абзац удар. Минимальное – 3 коротких предложения. 3-5 слов. 1-2 риторических вопроса. 1-3 обращения к зрителю. Минимальное 2 бытовых сравнения. Минимальное 1 личная реакция рассказчика. Если это волна с мидролл, обычно 4-5 по плану, встрой призыв к комментарию, 2-3 предложения, на естественном выдохе, плюс краткое напоминание анонсированного во вступлении крючка и его отработку. Без повторов из предыдущих волн. Числа и даты словами. Соблюдай правила фактической точности и антропоморфизации. Чистый текст под лектора. Стоп после этой волны. Использование. Подставь номер после номер волны. Пример. Номер волны «faux». Toutes les minutes ou presque, un enfant meurt du paludisme quelque part dans le monde. Le temps de lire cette phrase, une petite vie s'est éteinte. Le temps de finir ce paragraphe, une autre. Ce n'est pas un chiffre du passé, pas une statistique d'un siècle révolu. C'est aujourd'hui, cette année, pendant que vous regardez ce film. Laissez-moi vous donner l'ampleur du fléau tel qu'il persiste de nos jours, un siècle après qu'on a démasqué l'insecte. Selon les estimations récentes des organismes mondiaux de santé, on compte encore chaque année autour de 280 millions de cas de paludisme à travers la planète. 280 millions de personnes qui tombent malades en une seule année. Et parmi elles, autour de 600 000 en meurent. 600 000 morts par an, d'une maladie que nous savons prévenir, diagnostiquer et soigner. Voilà l'un des faits les plus révoltants de la santé mondiale contemporaine. Et derrière ce chiffre global se cache une injustice plus cruelle encore. Ces morts ne sont pas répartis équitablement sur le globe. La quasi-totalité, environ 95%, se concentre sur l'Afrique subsaharienne. Et la majorité des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. Des tout-petits, dont le système immunitaire n'a pas encore appris à se défendre. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'enfants africains meurent ainsi, fauchés avant même d'avoir grandi, par la piqûre d'un insecte de 2,5 mg. Prenez-en la mesure. La première cause de ce massacre n'est ni la guerre, ni la famine, ni un grand fauve. C'est une petite femelle assoiffée, dans la nuit. Mais alors une question s'impose, et elle est légitime. Si nous connaissons l'ennemi depuis plus d'un siècle, si nous avons des médicaments, des moustiquaires et même désormais des vaccins, pourquoi le moustique gagne-t-il encore ? Pourquoi n'avons-nous pas déjà rayé cette maladie de la surface de la Terre, comme nous l'avons fait en Europe ou en Amérique du Nord ? La réponse à cette question, nous allons la construire pièce par pièce, en passant en revue nos armes. Car des armes, nous en avons. Et elles ont déjà sauvé des millions de vies. La guerre se mène sur 2 fronts. D'un côté, on attaque le moustique lui-même, le porteur. De l'autre, on attaque le parasite, à l'intérieur du corps humain. Commençons par le moustique. L'arme la plus ancienne, la plus simple, est aussi la plus logique une fois qu'on a compris le cycle de vie de l'insecte. Puisque ces larves grandissent dans l'eau stagnante, il suffit de supprimer cette eau. Assécher les marais, vider les récipients, drainer les flaques, priver le moustique de berceau,
et il ne se reproduit plus. C'est ainsi, souvenez-vous, qu'on a chassé la maladie de continents entiers. Puis vinrent les insecticides. Au milieu du XXe siècle, un produit devenu célèbre faillit à lui seul éradiquer le paludisme dans plusieurs pays, tant il était efficace pour tuer les moustiques. Mais son triomphe fut de courte durée. On découvrit ses ravages sur la nature, et les moustiques, de leur côté, développèrent une résistance. Son usage fut donc fortement restreint. Première leçon amère de cette guerre, l'insecte s'adapte. Et pourtant, l'arme la plus précieuse contre le moustique n'est ni un poison sophistiqué, ni une machine complexe. C'est un simple morceau de tissu. La moustiquaire imprégnée d'insecticides, tendue au-dessus du lit. Rappelez-vous ce que nous savons. L'anophèle pique surtout la nuit, quand vous dormez. Un voile posé au-dessus du dormeur devient alors une barrière presque parfaite, doublée d'un poison qui tue l'insecte au contact. Cette invention modeste, qui coûte à peine plus qu'un repas, a sauvé des millions de vies humaines, en particulier des vies d'enfants. Que la meilleure défense contre le plus meurtrier des animaux tienne dans un bout de filet suspendu, voilà qui ne cesse de me frapper. Parfois, contre les monstres, ce sont les gestes les plus humbles qui l'emportent. Passons à présent à l'autre front, celui du parasite. Là aussi, l'histoire est ancienne. Le plus vieux des remèdes vient d'une écorce, celle d'un arbre d'Amérique du Sud. Les peuples indigènes en connaissaient déjà les vertus contre la fièvre, et on en tira une substance amère qui fut, pendant des siècles, le seul traitement contre la maladie. Un détail vous fera peut-être sourire. Cette substance amère, mêlée à de l'eau gazeuse, donna naissance à une boisson tonique conçue à l'origine comme remède et que l'on retrouve encore aujourd'hui, mariée au gin, dans nos verres d'apéritif. Le cocktail de vos soirées d'été est le lointain descendant d'un médicament antipaludéen. Vinrent ensuite les médicaments de synthèse du XXe siècle, puis, plus près de nous, le remède aujourd'hui central, tiré d'une plante, une armoise. C'est une chercheuse chinoise qui, en s'inspirant de recettes de la médecine traditionnelle vieille de siècles, en isola le principe actif, un travail qui lui valut le prix Nobel. Aujourd'hui, les traitements les plus efficaces reposent sur cette molécule, associée à d'autres. Mais là encore, la même ombre plane, la même leçon revient. Le parasite, lui aussi, commence à résister. Dans plusieurs pays, on observe déjà des signes inquiétants d'une efficacité qui faiblit. À chaque arme que nous forgeons, l'adversaire, patiemment, apprend la parade. Restait un rêve longtemps jugé impossible, un vaccin. Le parasite est si complexe, si changeant. Il possède tant de formes différentes au cours de son cycle qu'on désespérait d'en fabriquer un. Et pourtant, tout récemment, la barrière a cédé. Une première vaccination contre le paludisme a été recommandée à grande échelle au début des années 10 bientôt suivie d'une seconde. Ces vaccins sont désormais déployés auprès des enfants africains dans une vingtaine de pays, et l'on attend d'eux qu'ils sauvent, chaque année, des dizaines de milliers de jeunes vies. Après des millénaires de défaites, c'est un basculement historique. Pour la première fois, l'humanité peut préparer le corps de ses enfants à repousser le parasite avant même la première piqûre. Et l'avenir promet des armes plus radicales encore, presque vertigineuses. Des scientifiques travaillent sur une technologie capable de modifier les gènes des moustiques eux-mêmes, de répandre dans leur population un trait qui rendrait les femelles stériles ou incapables de porter le parasite. En théorie, on pourrait ainsi faire s'effondrer les espèces les plus dangereuses, éteindre le tueur à la source. Mais ce pouvoir immense soulève des questions immenses. Toucher aux gènes d'une espèce entière, la faire disparaître volontairement, quelles conséquences cela aurait-il sur l'équilibre du vivant? Nul ne le sait avec certitude. Et nous y reviendrons, car cette question, la plus troublante peut-être, sera la dernière que nous poserons ensemble. Vous voyez maintenant pourquoi le moustique gagne encore, malgré tout notre arsenal. Non par manque d'armes, mais parce que l'insecte et son parasite s'adaptent sans cesse, parce que les régions touchées sont les plus pauvres, celles qui peinent à payer les moustiquaires, les traitements, les campagnes. Le paludisme, on l'a justement appelé une maladie de la pauvreté. Il frappe les démunis, et en les frappant, il les enfonce plus encore dans le dénuement. Les malades ne travaillent pas, les enfants ne vont pas à l'école, les systèmes de soins ploient. La maladie engendre la misère, et la misère nourrit la maladie.
un cercle vicieux, refermé par un insecte. Nous voici donc au terme de ce long voyage, presque revenu à notre point de départ. Nous avons vu le tueur, son arme, sa longue histoire et la guerre que nous lui livrons encore. Reste une dernière énigme, la plus vertigineuse de toutes, celle que je vous ai promise à l'instant. Si nous en avions le pouvoir, faudrait-il rayer cet insecte de la surface du globe pour toujours? Approchons-nous une dernière fois, tout près, de cette petite créature. Et regardons-la en face. Il fait nuit. La chambre est plongée dans le noir, les rideaux tirés, et vous êtes sur le point de vous endormir. Puis vous l'entendez. Ce fin sifflement aigu près de l'oreille qui monte et descend, s'approche et s'éloigne. Vous agitez la main dans le vide. Le silence revient. Puis le son reprend, ailleurs, et dans cette scène minuscule, 1000 fois vécue, se rejoue en réalité le plus vieil affrontement de notre histoire. Une femelle qui cherche une goutte de sang et un être humain qui tente de lui échapper. Alors posons la question, la dernière, celle qui met tout le reste en jeu. Si nous en avions le pouvoir, faudrait-il l'effacer? Faire disparaître définitivement les quelques dizaines d'espèces d'anophèles les plus dangereuses? À première vue, la réponse semble évidente. Un tueur d'enfants par centaines de milliers chaque année. Un fléau qui a peut-être fait plus de morts que toute autre créature dans l'histoire humaine. Qui hésiterait? Qui verserait une larme sur la disparition d'un tel monstre? Et de fait, certains scientifiques estiment que l'on pourrait supprimer ces quelques espèces sans effondrer les écosystèmes, car d'autres insectes prendraient vite leur place dans la chaîne du vivant. La technologie qui le permettrait, souvenez-vous, existe déjà en germe. Mais arrêtons-nous là, un instant, car la question est plus vertigineuse qu'il n'y paraît. Ce que nous envisagerions, ce serait la première extinction volontaire d'une espèce décidée par l'homme. Non pas un massacre accidentel, comme nous en avons tant commis, un choix, un geste délibéré, appuyé sur un bouton, pour rayer une lignée vieille de dizaines de millions d'années. Et nul ne peut prédire avec certitude toutes les conséquences d'un tel acte. Les larves d'anophèles nourrissent des poissons, des insectes. Les adultes, en butinant, pollinisent certaines plantes. Ils sont un maillon, discret mais réel, d'une trame que nous comprenons mal. Retirer un fil d'une tapisserie, c'est parfois défaire bien plus que ce fil. Voyez-vous le vertige? Nous détenons peut-être, pour la première fois, le pouvoir d'anéantir volontairement notre plus ancien ennemi. Et c'est précisément ce pouvoir qui nous effraie. Car il nous oblige à décider quelles créatures ont le droit d'exister et lesquelles n'en ont pas. Sauver un enfant qui meurt de fièvre, rien de plus juste, rien de plus urgent. Mais qui doit tenir la main sur le bouton et jusqu'où ce pouvoir s'étendra-t-il une fois qu'on aura franchi ce seuil pour la première fois? La question n'est pas seulement scientifique, elle est morale. Et je vous avoue qu'elle me laisse, comme beaucoup de chercheurs, profondément partagé. Je ne vous donnerai pas de réponse. Je ne crois pas qu'il en existe une simple. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous ne regarderons plus jamais ce petit insecte de la même façon. Ce moucheron que l'on chasse d'un revers de main distrait porte en lui une histoire immense. Celle d'un survivant plus ancien que les dinosaures, d'un sculpteur de notre propre sang, d'un adversaire que 3 millénaires de médecine n'ont pas encore réussi à vaincre. Repensez à tout ce que nous avons vu. Il pèse moins qu'un cil et il a marqué l'humanité plus profondément qu'aucun fauve. Il ne poursuit pas, il attend, et vous venez à lui. Il ne vous hait pas, il vous cherche seulement, dans le noir, pour devenir mère. Sa trompe est une trousse chirurgicale, sa salive une pharmacie, et sa descendance une marée que nul ne sait tarir. Il ne tue pas de ses propres mains, il ouvre seulement la porte à celui qui tue. Il n'est ni noble ni majestueux, il n'inspire ni le respect du grand prédateur ni la tendresse. Et pourtant, minuscule corps de 2 mg, la vie a concentré une puissance que nul géant n'a jamais égalée. Alors, la prochaine fois, par une nuit d'été, quand ce fin sifflement viendra troubler votre sommeil et danser près de votre oreille,
Ne l'écrasez pas tout à fait sans y penser. Arrêtez-vous une seconde, dans le noir. Écoutez ce chant ténu, ce battement d'ailes qui bourdonne des centaines de fois par seconde. Car ce que vous entendez là, à quelques centimètres de votre visage, en ce moment même, ce n'est pas seulement un insecte agaçant. C'est le plus vieux compagnon de route de notre espèce, celui qui nous accompagne depuis le tout premier matin de l'humanité et qui bourdonnera peut-être encore longtemps après nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce voyage vous a appris quelque chose, laissez un like et abonnez-vous à Planète Animal pour ne pas manquer la prochaine créature que nous partirons explorer ensemble. Elle vous attend, déjà, de l'autre côté du silence.